On a eu du mal à le croire, mais bon, vous allez voir, c'est pas n'importe qui. Le chef de l'armée américaine pour l'Europe, l'Afrique et l'OTAN, bien évidemment, qui affirme très officiellement, on va même l'entendre, que l'OTAN, aidée des États-Unis, pourrait détruire Kaliningrad. Mieux encore, que des plans ont été étudiés et préparés. On l'écoute. Prenons l'exemple de Kaliningrad. On peut discuter de tout et de rien, mais elle est entourée par l'OTAN de tous les côtés. L'armée et ses alliés ont désormais la capacité de détruire Kaliningrad depuis le sol, dans un délai inédit et plus rapidement que nous n'avons jamais pu le faire. Nous avons déjà planifié cela et nous l'avons déjà développé face aux problèmes de masse et d'élan que nous pose la Russie. Alors, cher Xavier, je vais vous laisser la parole, mais la dernière fois que les Américains ont dit on a étudié, on a planifié, c'était en Iran et on a vu le résultat. Pourquoi ? Là, ça demande des explications. Déjà, pourquoi les Américains disent ça ? C'est la première fois. Ce monsieur, c'est pas n'importe qui. Et troisième question, partagée pour tout le monde, pourquoi Kaliningrad ? Kaliningrad, c'est la perle des Russes, j'allais dire, infiltrée en plein cœur de l'Europe. Kaliningrad, si on voit la géographie, au nord, vous avez, merci pour la carte, vous avez la Lituanie, au sud, la Pologne. Kaliningrad est ravitaillé par la Biélorussie et puis un peu par la mer, mais en fait, ça devient un lac otanien maintenant, donc c'est de plus en plus compliqué. Il y a une partie de la flotte russe, il y a des dispositifs nucléaires. C'est vraiment un endroit extrêmement important pour les Russes, et donc, comme on le voit sur la carte, c'est une exclave. C'est-à-dire que Kaliningrad n'est relié à la Biélorussie, même pas à la Russie d'ailleurs, que par un corridor qui s'appelle le corridor de Suwalki, qui est un lien extrêmement ténu. Effectivement, le général Donahue a tout à fait raison. Si les forces de l'OTAN voulaient prendre Kaliningrad, cela pourrait se faire effectivement beaucoup plus facilement que d'attaquer la Russie alors, il précise, continentale de l'autre côté. Il n'est pas question d'attaque aérienne, par la terre, c'est-à-dire que ça serait vraiment... Évidemment, puisque vous avez des forces de l'OTAN qui sont stationnées tout autour. Déjà, couper le corridor mettrait déjà Kaliningrad en grande tension. Maintenant, la réaction des Russes serait effectivement, à mon sens, extrêmement rapide, mais c'est pas certain qu'ils puissent sauver Kaliningrad. Effectivement, il a tout à fait raison. Ça, moi, je vois ça comme une sorte de menace vis-à-vis de Vladimir Poutine pour appuyer un tant soit peu l'ultimatum de 50 jours adressé par Donald Trump, d'autant plus qu'on a d'autres éléments qui viennent corroborer cette thèse. Alors, on a une réaction russe, on vous la fera écouter dans quelques instants. Il s'agit du président de la commission défense de la Douma, le Parlement russe, vous allez voir, c'est pas piqué des hannetons. Commentaire sur cette prise de position, voilà, c'est... Elle est inattendue, c'est vrai. Elle est inattendue. On parlait de l'administration Trump, d'une certaine mollesse, de l'armée américaine. Enfin, si ce général parle, c'est qu'a priori, on lui a donné l'autorisation de le faire. Oui, c'est aussi un signal stratégique de l'OTAN vers la Fédération de Russie qu'on peut peut-être détacher du moment, effectivement, de l'ultimatum de 50 jours donné par Donald Trump à Vladimir Poutine. Kaliningrad, pour l'OTAN, c'est aussi la menace qu'en cas d'agression sur un des 3 États baltes, effectivement, l'une des premières interventions de l'OTAN pourrait être effectivement de détruire les forces militaires de Kaliningrad. Alors c'est dit avec les gros sabots... il y a du nucléaire à Kaliningrad, non ? Oui, bien sûr. Oui. Il y a un flou autour de ça. On sait que depuis quelques années... A priori, c'est Laura qui nous racontait ça hier, très bien d'ailleurs. Je crois qu'il y a les rampes de lancement et les missiles russes, mais que les charges sont encore... à Kaliningrad, on ne sait pas. Non, ça c'est vrai pour la Biélorussie. Il y a peut-être tout à Kaliningrad. Pour Kaliningrad, on n'a pas de certitude. Il pourrait y avoir des Iskander. Il y a des missiles qui peuvent être tirés depuis des bateaux, qui peuvent être stationnés à Kaliningrad. Pour les ogives, moi, je n'ai pas l'information personnellement. C'est ça, il y a vraiment un flou autour de Kaliningrad et même des ambitions stratégiques russes pour utiliser correctement cette exclave de Kaliningrad. Mais ce qu'on voit, c'est qu'en quelques années, la présence militaire russe sur cette exclave s'est fortement réduite, passant de 180 000 soldats à 10 000. Aujourd'hui, c'est une esclave d'environ 1 million d'habitants, avec 80% de la population à peu près qui serait d'origine russe et russophone. Donc effectivement, oui, c'est un sujet stratégique pour l'Europe, mais cette prise de parole du général américain c'est beaucoup plus une menace
envers les Russes en cas d'agression d'un des 3 pays baltes, parce que Kaliningrad représenterait effectivement une menace pour l'Europe à ce moment-là. Kaliningrad, d'ailleurs, il y a eu quelques photos satellites assez inédites avec une base même nucléaire, de fabrication nucléaire russe. C'est là aussi Laura Pouget qui nous en parlait. Le président de la Commission des Affaires étrangères russe, le président qui est à la Douma. Je vous laisse la parole juste après. Voilà ce qu'il disait. Réaction à cette menace américaine. Une attaque contre Kaliningrad équivaudrait à une attaque contre la Russie, assortie de toutes les mesures de rétorsion prévues, entre autres par sa doctrine nucléaire. Le général américain devrait en tenir compte avant de faire de telles déclarations. Aline Lebay-Kramer, nul doute que le général américain en a tenu compte avant de faire cette déclaration. Donc ça veut dire que c'est voulu. Évidemment que c'est voulu. Cet endroit est la faiblesse de l'OTAN sur le continent américain, est une faiblesse et une menace pour les Baltes, qui sont régulièrement menacés et dont on sait qu'ils sont dans les prochains. Si quelque chose cède, si les plans se mettent à exécution, on sait très clairement qu'ils sont les premiers de la liste. Donc ça vient dire... on protège les États baltes, c'est-à-dire que finalement, c'est une démarche aussi quasiment d'article 5, en gros. C'est renforcer la protection et quelque part d'éviter l'encerclement, parce que quand on regarde une carte, on voit bien ce que les Russes pouvaient faire s'ils décidaient de passer à l'acte et de s'attaquer aux Baltes. Et aussi, on peut relier cette séquence quand on dit, surtout, les Ukrainiens expliquent depuis 3 ans et demi, on ne s'en sortira pas, ils continueront d'avancer et de tuer si on n'en leur met pas la pression, si on ne se sert pas de la force. Donc ça, c'est l'illustration parfaite de ce qui est possible de faire. Quand on parle de mettre la pression sur la Russie, c'est très exactement ça. Et ce qui est intéressant, Xavier, c'est la rhétorique, le terme « détruire ». Kaliningrad. Voilà, oui, on a l'impression que les Américains commencent à parler russe. Oui, parce qu'en prime, c'est un des points faibles identifiés de l'OTAN depuis de nombreuses années. Il y a beaucoup de schémas d'intervention sur Kaliningrad et pour protéger les pays baltes, parce que si on peut remettre la carte, il y a un point faible qui est le corridor de Suwalki, qui va donc de Kaliningrad à la Biélorussie. Si jamais les Russes arrivaient à s'emparer de ce corridor, ils isoleraient totalement l'Estonie, la Lettonie et la Lituanie du reste de l'Europe, et serait beaucoup plus facile pour les Russes d'envahir ces pays baltes et beaucoup plus difficile pour l'OTAN de les défendre. Donc là, il y a vraiment un point faible qui est identifié. Des scénarios sont mis sur la table, tournent pour voir comment le régler. Effectivement, la prise de Kaliningrad est la meilleure façon de régler le problème. Merci Laura d'être avec nous. On va voir ça avec vous tout de suite. Avancer ou pas avancer? Est-ce qu'après le 18e, il y en aura un 19e? Ce 18e paquet de sanctions, il est massif, c'est le plus important depuis 2022. On confiait ce matin des sources diplomatiques françaises à LCI. Une grande partie des mesures visent le pétrole russe, dont la plus emblématique, la baisse de son prix de $60 à 47,6 $ le baril. Il sera interdit à toute compagnie pétrolière de vendre du pétrole russe au-dessus de ce tarif, sous peine de sanctions. L'Union espère ainsi limiter la manne financière perçue par Moscou, qui l'aide dans sa guerre contre l'Ukraine. Bémol, elle est seule pour l'instant puisque les États-Unis ne se sont pas joints à cette baisse de prix. Selon des diplomates européens, d'autres pays du G7 comme le Japon ou le Canada pourraient en revanche s'y rallier. Ce 18e paquet prévoit aussi l'interdiction de toute transaction en lien avec les gazoducs Nord Stream 1 et Nord Stream 2. Le premier est à l'arrêt, le second n'a jamais servi, mais l'Union européenne voudrait ainsi s'assurer qu'il ne puisse jamais être réactivé. Un peu plus tôt cette année, souvenez-vous, des indiscrétions de presse avaient fait état de discussions entre Américains et Russes à ce sujet. L'UE a également ajouté 105 pétroliers fantômes à sa liste noire de navires, qui en comptait déjà 342. Ce sont des bateaux souvent vieillissants, exploités sous pavillon étranger, que la Russie utilise pour transporter son pétrole en contournant les sanctions et parfois mener des sabotages, comme le Eagle S que vous voyez ici en photo, accusé d'avoir laissé traîner son ancre pour détruire des câbles électriques en mer Baltique au mois de décembre dernier. En dehors du pétrole, même si on sait que pour Poutine, c'est en partie le nerf de la guerre, est-ce qu'il y a d'autres entreprises russes qui ont été sanctionnées ou menacées de sanctions ? 22 banques ont été ajoutées à celles qui sont déjà interdites d'accès à SWIFT, le système international de paiement. Par ailleurs, de nouvelles sanctions ont été prononcées contre la Biélorussie, voisine et alliée de Moscou, notamment des sanctions financières et un embargo sur les exportations d'armes.
objectif de tout cela, renforcer la pression sur la Russie pour aller vers un cessez-le-feu, résument toujours les sources diplomatiques françaises. Merci beaucoup, Laura. Aline Lebaille-Crémer. Il était temps, on y croit. C'est déjà ça ? Ah oui, alors, évidemment qu'on y croit, parce qu'elles sont de plus en plus fortes et on espère qu'elles ne seront pas contournées, ces sanctions. Parce que contrairement à ce que raconte la propagande russe, les sanctions, ça fonctionne. Le problème, c'était qu'elles n'étaient pas assez puissantes et qu'elles étaient largement contournées. Donc là, il y a quand même, surtout sur la question du prix du baril de pétrole, c'est extrêmement intéressant et extrêmement important pour l'Ukraine, tant on sait à quel point le pétrole est le pilier de l'appareil militaire russe. Ça vaut aussi pour le gaz, sachant que les plus gros importateurs de gaz en Europe, il y a évidemment la Hongrie, évidemment la Slovaquie, mais il y a aussi la France et la Belgique. Donc on espère aussi que la question des importations de GNL vont connaître une baisse aussi. Manifestement, ça en prend le chemin. Ce qui est intéressant aussi, et ce qui est important, donc, ce qui s'est passé entre 2023, pardon, je vous coupe, et 2024, plus 80% d'augmentation, notamment pour nous, la France. Donc bon. Et 56% du pétrole russe importé qui naviguait sur les fameuses flottes fantômes appartenant au pays du G7. Il y a des efforts à faire. Voilà. Donc on espère que ce 18e paquet de sanctions va porter ses fruits. Il peut, et à noter quand même que le veto apposé par la Slovaquie a été, entre guillemets, neutralisé. En fait, la Slovaquie finit par se ranger. Ça aussi, c'est très important. Politiquement, c'est extrêmement important. Voilà, c'est peut-être aussi la bonne nouvelle de ce paquet de sanctions, c'est qu'il y a une forme, Arthur, d'unité retrouvée. Oui, c'est la vraie bonne nouvelle de ce paquet de sanctions décidé hier. Il faut rappeler que pour décider un paquet de sanctions, il faut l'unanimité des pays membres de l'Union européenne. Effectivement, il y avait 2 pays plutôt bloquants. La Hongrie de Viktor Orban qui avait cédé il y a quelques jours, et hier Robert Fico qui était présent, il faut le rappeler, au 9 mai aux côtés de Vladimir Poutine, et qu'on sait assez proche des réseaux du Kremlin, qui lui aussi a cédé sur ce paquet de sanctions parce que la Commission européenne a réussi à trouver un deal avec lui. Combien ils ont empoché pour leur vote ? Beaucoup. On les a payés. Non, mais il faut être transparent. On les a payés pour qu'ils acceptent. En fait, on s'est mis d'accord. On leur a donné des garanties pour la livraison de gaz. Exactement. Voilà, parce qu'ils avaient un contrat jusqu'en 2034 avec Gazprom et ils s'en sont servis pour négocier quelque chose avec l'Union européenne de compensation par rapport à ce deal qui, en tout cas d'un point de vue politique, abandonne quand même. Ça, c'est important. Mais ils ont le problème, ça reste le gaz. Sur le gaz, il n'y a pas grand-chose de fait, en fait. Parce qu'on ne peut pas, aujourd'hui, en Europe, se passer du gaz russe. Sur le pétrole, c'est plus facile. C'est très exactement ce qui est en train de se passer, pour le coup, d'un point de vue slovaque, en fait. La Slovaquie renonce. Mais c'est beaucoup plus... Sur le pétrole, on va s'en passer quasi totalement. Sur le gaz, on aura encore du mal. Ce sera peut-être l'objet de prochaines sanctions, mais il restera encore pas mal de gaz j'avais 2 chiffres en Europe, en fait. Pour alimenter notre débat, j'avais 2 chiffres. L'importation de GNL russe entre 2023 et 2024 par la France, on a versé 2,68 milliards à la Russie. Je rappelle quand même que cette guerre dure maintenant depuis 3 ans. En 2024, les États membres de l'Union européenne ont acheté pour 22 milliards de pétrole russe. Vous savez combien on a donné à l'Ukraine pendant le même temps ? 19 milliards. Oui. Moi j'avais 18,6. Non, bon, ça va. On est raccord, mon cher Xavier. 19, non, mais voilà, il y a quand même quelques incohérences. Bien sûr, mais ce paquet de sanctions vise à régler ces incohérences et à nous mettre effectivement dans le chemin de pouvoir sanctionner la Russie jusqu'à ce qu'elle cède, si jamais elle cédait un jour. Et il y a des choses intéressantes au-delà. Alors sur le pétrole, il y a des choses très intéressantes. Il se passait un détournement majeur, où là on était aussi coupable, c'est que le pétrole russe était raffiné en Inde, notamment dans une raffinerie appartenant à Rosneft, donc le raffineur d'État russe, est revendu en Europe. Bon, ça, en théorie, avec ce paquet de sanctions, ça ne sera plus possible. La raffinerie est sanctionnée. On ne pourra plus le faire. On ne pourra plus importer de produits raffinés. Donc ça, c'est extrêmement intéressant. C'était une façon déguisée d'acheter du pétrole. Oui, évidemment, c'était un peu facile. La flotte fantôme, 105 pétroliers rajoutés à cette flotte. Maintenant, il va falloir les contrôler, ces pétroliers. Là, il y en aurait 900.
Oui, entre 800 et 900. Qui ne sont pas si fantômes, finalement, parce qu'on sait très bien où ils sont. On les trouve assez facilement, d'ailleurs, sur les sites de tracking maritime. Mais bon, là, il y a aussi un gros effort de fait. Mais il y a un effort aussi, à mon sens, très important sur les banques. 20 banques russes, à nouveau, déconnectées du système SWIFT, qui permet les échanges mondiaux. Ça fait mal. Une dizaine de banques chinoises. Oui. Ça, c'est extrêmement important. Il y a des banques turques aussi. Et par rapport aux banques russes, il y a une information qui a été donnée par le ministère des Affaires étrangères russe ces jours-ci, qui nous indique que les principales banques russes se sont tournées vers le Kremlin pour savoir comment elles pourraient être recapitalisées si jamais il leur arrivait des soucis financiers extrêmement importants. Pour une raison très simple, c'est que ces banques font face à des créances douteuses qui ne cessent d'augmenter. Donc on voit bien que au fur et à mesure, la pression sur l'économie russe devient de plus en plus importante. Certainement pas suffisante, mais importante. Réaction il y a quelques minutes du porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, à ce 18e paquet de sanctions décidé ce matin à l'unanimité par l'Europe. Jusqu'à présent, nous constatons une ligne anti-russe assez cohérente en Europe. Nous avons répété à maintes reprises que nous considérions ces restrictions unilatérales comme illégales et que nous nous y opposions. Mais en même temps, bien sûr, nous avons déjà acquis une certaine immunité contre les sanctions. Nous nous sommes adaptés à la vie sous sanctions. Bien sûr, nous devons analyser le nouveau paquet afin d'en minimiser les conséquences. Mais chaque nouveau paquet ajoute un effet négatif pour les pays qui le rejoignent. C'est une arme à double tranchant. Même pas mal. Qu'est-ce qu'il veut dire ? Les pays qui rejoignent les sanctions, je pense que c'est directement adressé à la Slovaquie, parce que c'est une menace à peine voilée, une déception logique finalement, mais a priori inattendue. Il y a beaucoup de choses qui se passent en ce moment, dans la séquence là, qui n'étaient pas prévues par le Kremlin. Donc il y a quand même une façon de réagir assez particulière. Il n'avait pas prévu, aussi imparfait soit-il, une forme de revirement quand même de l'administration Trump. Il n'avait pas prévu que Fico lâche, que la Slovaquie, que Orban lâche aussi. Donc en fait, tout ne se passe pas selon le plan, pour reprendre la fameuse formule. C'est embêtant pour Moscou que des pays qui sont vitaux pour le Kremlin en matière d'armes, mais surtout en matière économique, je pense à l'achat d'hydrocarbures et de pétrole, comme l'Inde ou comme la Chine, puissent se retrouver dans le collimateur de l'Europe. Par des entreprises, par des banques. Oui, bien sûr. Ça, c'est une chose qui inquiète véritablement le Kremlin. Parce que Dmitri Peskov a beau dire qu'effectivement, l'économie russe s'adapte aux sanctions, ce qui est vrai dans une certaine mesure. Mais par contre, l'économie russe ne va pas bien. Et ça, il faut le marteler. Une économie avec plus de 10% d'inflation et un taux directeur qui est au-delà des 20%, un taux directeur qui est d'ailleurs source de tension entre Vladimir Poutine et la directrice de la Banque fédérale russe. Effectivement, l'économie russe ne va pas bien. Nous verrons dans les prochains mois les coûts que porte ce 18e paquet de sanctions européen à l'économie russe. Mais effectivement, c'est l'un des vecteurs importants pour arrêter la Fédération de Russie. Mais on revient de loin. Ou en tout cas, peut-être, parce que là, c'est intéressant, on rentre dans la spirale des 50 jours donnée par, même s'il y a un deal entre les États-Unis et Moscou. Mais ce paquet de sanctions, des pays proches, des pays vitaux pour Moscou, l'économie, vous nous le dites, qui va mal, tout ça peut-être pousser, et le secteur économique russe peuvent peut-être pousser Poutine à se dire on va peut-être arrêter aux 4 régions, on va peut-être commencer à se mettre à la table des négociations. C'est un des scénarios que les oligarques, le monde économique, fassent pression sur Vladimir Poutine pour limiter les dégâts. Parce que le problème des sanctions, on le voit avec la Chine, tous les achats que les Russes font avec les Chinois ou ce qu'ils vendent aux Chinois est de plus en plus handicapé parce que les banques chinoises ne peuvent plus assurer les transactions, autrement elles sont sanctionnées. Et ça fonctionne, et ça fonctionne depuis relativement longtemps, depuis 1 ou 2 ans. Imaginez par exemple, par rapport à l'Europe, le commerce, les meilleures années de commerce entre l'Europe et la Russie, c'était 417 milliards de dollars échangés entre les deux entités. En 2025,
40 milliards. Ça a été divisé par 10. C'est quand même extrêmement impressionnant. Dans ce contexte, vous verrez que la Russie, plus que jamais, menace l'Europe, menace les États-Unis, mais également l'OTAN. Et comme souvent, c'est un recours à l'arme nucléaire. On se retrouve dans quelques courts instants pour la suite de ce LCI Midi.